Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une ce soir, Covid-19, la courbe repart à la hausse, alerte la directrice générale de la santé. Les chiffres en disent davantage. Avec 87 nouvelles contaminations recensées en 24 heures, le nombre de patients sous traitement bondit à 459. Une courbe qui repart à la hausse alors que les gestes barrières sont foulés aux pieds. Le port du masque négligé, constate le chef de l'État, Macky Sall, qui était d'ailleurs ce matin à la décharge à Mbebus pour le lancement du projet Promoged qui vise à lutter contre les décharges sauvages. Pour un coût global de 205 milliards de francs CFA, 136 communes vont bénéficier du projet. Les récupérateurs de la décharge seront pris en compte dans une phase de reconversion. Le gouvernement du Sénégal envisage de faire voter en procédure d'urgence ce vendredi 2 projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. L'opposition parlementaire en conférence de presse depuis 17h au siège de Boko Giskis pour dénoncer ce qu'elles appellent une attaque contre la démocratie. Les 10 ans du M23 célébrés hier dans un contexte de rivalité féroce entre opposition et pouvoir. Cependant, le combat du M23 reste d'actualité. Tentation du troisième mandat, gestion des libertés publiques selon le directeur de publication du Réumi Quotidien. Il sera notre invité dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Hassan Choun assure la mise en onde de ce journal que nous démarrons avec la hausse des cas de contamination liés au coronavirus. La tendance à la hausse se maintient avec 87 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, dont 52 sont issues de la transmission communautaire, 41 à Dakar, 4 à Matam, 2 à Ziguinchor, Diourbel, Fatick, Mbour, Saly et Touba. Enregistre également des cas communautaires. Le nombre de patients sous traitement bondit à 459, dont 7 graves en réanimation. Hier, 3541 personnes ont reçu leur dose de vaccin depuis le début de la campagne vaccination. Le Sénégal franchit la barre des 500 000 exactement. 501 633 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire. Le district de sanitaire recense de nouveaux cas issus de la transmission communautaire alors que les autorités sanitaires constatent un relâchement dans le respect des gestes barrières. Adam Adjaï. Le bilan de la pandémie de la Covid-19 ce jeudi au niveau du district sanitaire de Diourbel fait état de 2 nouveaux cas, dont 2 issus de la transmission communautaire et un cas contact. Depuis le début de la pandémie, il y a eu au total 293 cas, 7 cas importés, 247 cas communautaires, 39 cas contacts et 260 cas guéris. 31 personnes sont décédées et 2 sont sous traitement. On note depuis quelques mois un relâchement des populations. Le port de masque est devenu rare, même dans certains lieux publics. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, vous l'avez dit, malgré cette situation préoccupante, le chef de l'État a également fait le constat. Relâchement dans le respect des gestes barrières. Constat confirmé dans les rues de Dakar. Peu de masques ajustés et plus aucune autre mesure de prévention. Odile Mikilan. J'ai suivi ce matin l'intervention du professeur Mboup. Ils sont tous au courant de l'alerte du professeur Mboup sur les risques d'une 3e vague du Covid-19. Monsieur Diallo, trouvé dans son bureau, et Modou, un jeune homme qui s'apprête à démarrer sa moto, tous les deux ne portent pas de masque. Mais ils disent respecter les mesures barrières. Personnellement, chaque fois je suis avec mon masque, sauf que quand je suis en truc privé. Comme que je suis seul, après plusieurs tours dans les rues de Sacré-Cœur, enfin, voilà une dame qui a le masque bien ajusté, couvrant la bouche et le nez. Oui, moi je respecte toujours les gestes barrières, malgré la vaccination. C'est ce qu'il faut jusqu'à ce que ce mal soit complètement éradiqué. L'État sénégalais est le seul responsable des cas positifs qui repartent à la hausse selon ses citoyens. Les dirigeants aussi qui devaient donner l'exemple, malheureusement, on voit à travers les rassemblements à caractère politique. Il y a des gens certes qui portent des masques, mais la plupart ne portent pas. Les mosquées avant, les gens laissaient des places entre les fidèles, mais maintenant tout ça c'est révolu. L'arène est ouverte, les combats de lutte, c'est comme, à titre d'exemple, une fois je passais vers l'école BM, je portais mon masque, mais j'ai senti qu'il y a des enfants qui taquinaient. L'autre disait à son ami, moi je pensais que le Covid c'est terminé. Mais je trouve que l'État est responsable de cette situation. Il
communiques mal. Tu ne peux pas dire aux gens de respecter les mesures barrières et ensuite appeler à des rassemblements. C'est pas normal, c'est insensé. En plus, ils ne devaient pas arrêter la situation du jour, le point quotidien. Ainsi, les conseils ne manquent pas. Il faut que les Sénégalais vraiment donc s'éveillent et puis pour savoir que maintenant le Covid n'est pas encore terminé. Voilà, donc les gens prennent les mesures qu'il faut pour que ça ne se propage pas. Il faut faire attention et que tant qu'on n'aura pas une preuve tangible que le mal est complètement parti, je pense qu'il faut respecter. Il y va de sa vie. Il faut être conscient. Les cas positifs du Covid-19 qui avaient connu une baisse repartent à la hausse avec la présence de plusieurs variants. Une tendance à la hausse alerte la directrice générale de la santé. Ce qu'il faut, c'est tout simplement aller se faire vacciner tout en respectant les gestes barrières. La réaction de la directrice générale de la santé, Dr Marie-James Ngom-Ndiaye, est avec Marie-Rosalie Ndiaye. Vous savez que donc, nous sommes toujours dans la pandémie, c'est-à-dire tous les coins du globe terrestre aujourd'hui sont atteints par cette épidémie à coronavirus. Et c'est une épidémie qui, par moment, a été en endémie pour le Sénégal et beaucoup d'autres pays. Et de temps en temps, on a donc une poussée épidémique, ce qu'on appelle une poussée épidémique et ce qu'on appelle naturellement une vague. Le Sénégal donc était rentré dans une vague qui a été donc très critique donc à partir du 2 mars, mais au mois d'octobre, on a vu qu'on a une hausse, on a appelé une deuxième vague. Tout le monde se dit, est-ce qu'on n'est pas allé dans une troisième vague parce qu'on a eu quand même une accalmie, mais qui ne nous a pas permis donc de baisser la garde. Mais nous pensons aujourd'hui, nous ne voulons pas l'appeler une troisième vague, une quatrième vague, mais il faut dire que quand même actuellement on a une tendance haussière, ce qui nous permet de dire, une tendance à la hausse plutôt, qui nous permet donc de renforcer encore les gestes barrières. Il faut une application stricte des gestes barrières. Je pense qu'au-delà de ce que vous entendez dans la communication de notre pays, sur le plan mondial, vous voyez, dans tous les continents sont atteints. Je pense que c'est une maladie également infectieuse qui est fortement transmissible. Ce qu'il faut aujourd'hui, l'arme fatale, c'est la vaccination. Donc nous demandons aux uns et aux autres d'aller se vacciner, de prendre la première dose, de respecter donc l'intervalle entre la première et la deuxième dose, tout en respectant encore une fois les gestes barrières. Le Sénégal dispose désormais d'un référentiel de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences. L'outil adressé au personnel de santé décrit les différentes formes de maltraitance et d'abus sexuels sur l'enfant pour leur permettre de détecter très tôt les signaux d'alerte pour une prise en charge précoce et efficiente. Le référentiel a été lancé ce jeudi à Dakar par le ministère de la Santé. Marie-Rosalie Ndiaye. En 2020, près d'1 million d'enfants âgés de 10 à 17 ans ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou morales selon l'OMS. Au Sénégal, en 2016, 25% des enfants de moins de 15 ans dans la région de Dakar ont été victimes de violences physiques graves et environ 16 000 filles de 15 à 17 ans ont été victimes dans l'année de violences sexuelles. Le référentiel de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences qui vient d'être lancé par le ministère de la Santé permettra ainsi aux professionnels de la santé de détecter plus tôt chez les victimes les signaux d'alerte et de mieux les prendre en charge. Le directeur général de la santé, le docteur Marie-James Ngom-Ndiaye. Mais c'est important donc autour de notre travail de disposer de ces supports pour mieux prendre en charge donc ces genres de situations que nous rencontrons, mais également qui ont une certaine spécificité. Pour une meilleure appropriation de ce référentiel par les communautés et les professionnels de la santé, ce document doit être vulgarisé jusqu'aux coins les plus reculés du Sénégal, selon la directrice de la cellule de la protection de l'enfance, Ramatoulaye Diouf. Nous pensons que les communautés doivent être au cœur de cette vulgarisation-là, notamment les Badianougor, les guides religieux, les leaders dans les différentes collectivités, dans les villages, afin qu'au-delà du personnel de santé, que ces personnes-là puissent être le relais. Et que partout au Sénégal, à partir du moment où un enfant est au contact avec un service de santé, qu'il puisse être pris en charge de la meilleure manière. Ce référentiel, élaboré par le ministère en charge de la protection de l'enfance avec l'appui de l'UNICEF, est un outil adressé au personnel de la santé qui décrit les différentes formes de maltraitance et de l'abus sexuel sur l'enfant et qui va les outiller pour la détection des enfants victimes et la prise de mesures pour protéger leur santé et leur sécurité. Sud FM. Plénière à l'Assemblée nationale, les députés examinent le projet de loi de finances rectificative 2021. Un projet de loi de finances rectificative qui doit réorienter le budget pour la prise en charge
de l'emploi avec notamment le financement du programme Xëyu Ndaw ñi. Le gouvernement du Sénégal envisage également de faire voter en procédure d'urgence ce vendredi 25 juin 2021 deux projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. D'ailleurs, l'opposition parlementaire appelle à une conférence de presse ce jeudi 24 juin. À 17h à la VDN au siège Bokk Gis Gis pour dénoncer cette forfaiture et cette attaque contre la démocratie, une rencontre qui se tient en collaboration avec le FRN, le M2D et toutes les forces vives de la nation. Macky Sall, le chef de l'État, qui était d'ailleurs ce matin à Mbeubeuss, à la décharge de Mbeubeuss pour le lancement du projet Promoged qui vise à lutter contre les décharges sauvages pour un coût global de 205 milliards. 136 communes du Sénégal vont bénéficier de ce projet pour améliorer leur cadre de vie. Par ailleurs, le chef de l'État rassure les récupérateurs de la décharge sur leur activité. Ils seront pris en compte dans une phase de reconversion. Macky Sall est avec Elhadj Moussa Thiam. Le Promoged que nous lançons aujourd'hui vise à créer de meilleures conditions d'hygiène et de salubrité publique à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale intégrée de gestion et de valorisation de déchets. Ce faisant, nous rendons notre pays plus propre en créant en même temps des emplois et d'autres activités génératrices de revenus. Je voudrais saluer l'ensemble des récupérateurs et je salue votre courage, votre résilience, tout comme je salue le dynamisme des travailleurs de l'UCG qui, jour et nuit, travaillent à rendre propre nos cités. Le Promoged devra ainsi contribuer à l'éradication des décharges sauvages, néfastes pour l'environnement, la santé des populations, les activités économiques. La situation de la décharge de Mbeubeuss, vieille de 53 ans, en est une parfaite illustration. C'est pourquoi le Promoged procédera à l'assainissement complet du site de Mbeubeuss avec l'installation d'une unité de tri et de compostage de déchets. Je voudrais rassurer les récupérateurs en activité sur le site, les rassurer en leur disant que leurs intérêts seront entièrement pris en compte à travers notamment leur reconversion dans la filière, dans le respect des normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de sûreté. À terme, il couvrira les régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, ainsi que les régions centre et centre-est du Sénégal. 150 infrastructures de traitement de déchets qui seront installées dans 138 communes pour améliorer le cadre de vie de 6 millions de personnes et générer 3000 emplois. Retour sur les 10 ans du M23, célébré hier, une célébration à double vitesse dans un contexte de rivalité féroce entre le pouvoir et l'opposition. L'esprit du mouvement a été dévoyé hier. Pourtant, le combat du M23 reste d'actualité. Toujours la tentation du troisième mandat, la gestion des libertés publiques et la situation socio-économique, selon le directeur de publication du Rewmi Quotidien, Hassan Samb est avec Elhadj Malick Ndiaye. Pas du tout, c'est plutôt l'esprit des rivalités entre l'opposition et le pouvoir, les rivalités entre le camp, si je peux m'exprimer ainsi, le camp de Ousmane Sonko et celui de Macky Sall. C'est cet esprit qui a largement prévalu. D'abord, qui a fait que les gens n'ont pas pu manifester ensemble, ça c'est de un. De deux, bien entendu, les discours, l'organisation étaient bâclés. Les gens n'ont même pas réussi, surtout du côté M23, à asseoir une bonne organisation parce qu'il fallait simplement s'opposer à l'autre camp. Donc, cela est symptomatique d'un état d'esprit actuel qui est une rivalité féroce entre le camp du pouvoir, le camp de l'opposition incarné par Ousmane Sonko. Et malheureusement, c'est ça qui a prévalu, au détriment, bien sûr, de l'esprit même du M23, qui a été que le peuple est seul souverain et seul responsable de son destin et peut, par une forme de démocratie directe,
exercer des pressions sur les tenants du pouvoir. Alors, est-ce que le combat du M23 est toujours d'actualité aujourd'hui? Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que le combat est encore d'actualité. On parle encore du troisième mandat, ne serait-ce que ça, bien entendu. Ça motiverait une forme de pression populaire, en tout cas d'organisation, de soulèvement du peuple, pour faire pression sur le régime actuel, pour respecter quand même les dispositions de la Constitution, ne serait-ce que sur ce point-là. L'autre aspect qui est important, c'est les libertés publiques, le respect des libertés publiques, notamment la liberté de manifester, la liberté de participer à des élections. On a vu beaucoup de gens exclus simplement parce qu'on a instauré des poursuites judiciaires, mais aussi il y a une loi qui est là, qui est une loi quand même qui n'est pas antidémocratique sur le parrainage, qu'il faut revoir tout cela. Et je pense que autant de motifs et tant d'autres, notamment la pauvreté, le chômage des jeunes, qui motiverait justement que les gens s'organisent autour d'un idéal commun. Hassan Somb qui sera notre invité tout à l'heure. Blocus spontané de la sortie de Thiès vers Noto. Ce matin, les femmes du quartier Léona de Fandène ont envahi la route pour protester contre les pénuries récurrentes d'eau. Pas d'eau et pourtant des factures salées. Ça insurge ces femmes. À Thiès, la correspondance de Babacar Ndao. Elles ont choisi la rue pour exprimer leur courroux à l'opinion publique. Les femmes du quartier Léona de Fandène ne peuvent plus supporter ces longues pénuries d'eau. Mme Marianne Baye porte leur parole. Nous lançons un cri depuis 2 ans presque. On manque d'eau. Maintenant, les robinets ne fonctionnent, ne s'ouvrent plus. On ne dort plus la nuit. Nos maris ne dorment plus la nuit. Nos enfants retardent. Même nos enfants qui vont à l'école. On a des problèmes le matin. On est très très fatigués. On défend de Fandène. On a fait tout récemment un marché. On est allé à Saint-Lô. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Toujours les mêmes paroles. On attend toujours. À cette épine s'ajoute la cherté des factures non consommées, déplorent les femmes de Léona. Et les factures sont très élevées. Nous demandons aux autorités de régler le problème car l'eau est indispensable à la vie. Vous n'avez pas d'eau, vous continuez de recevoir des factures? Oui, bien sûr, et trop cher même. Les factures sont très chères même. Brassard rouge, bassine et bidon vide sur la tête, les femmes de Léona alertent et ne comptent plus reculer pour étancher leur soif. On continue jusqu'à on aura de l'eau. Babacar Ndao, Thiès-Soulef. Babacar Ndao, direction Kaolack, campagne agricole. La distribution des semences se poursuit avec un taux de mise en place de 88,66% dans le département. Les producteurs apprécient la qualité des graines et demandent la mise en place des intrants à temps à Ouattao. La distribution des semences d'arachide se fait à un rythme satisfaisant dans la région de Kaolack. C'est du moins le constat fait par le Comité national de suivi de la campagne agricole en tournée dans la zone. Au niveau de la commission de distribution de DIA dans le département de Kaolack, le quota prévu pour cette année a été reçu et même vendu. Et les producteurs ont certifié la bonne qualité des graines reçues au grand bonheur de la délégation. Aliou Dia, porte-parole du Comité national de suivi de la campagne agricole. Dieu qui devait recevoir 308 tonnes a reçu la totalité de son quota et cette totalité également a été vendue. Les producteurs comme la commission ont apprécié la qualité des semences. On félicite d'ailleurs même les opérateurs qui étaient chargés à mettre à leur disposition ces semences et ils ont également félicité le gouvernement des efforts fournis leur permettant de disposer de ces semences. Les travaux champêtres ont démarré par endroits. Aujourd'hui, les producteurs ont une seule préoccupation, la mise en place des engrais à temps. Aliou Dia rassure. Cependant, ils ont également signalé que certainement nous procédons par étapes et aussitôt après la mise en place de ces semences, que l'engrais suive. Ça leur permettra effectivement d'avoir l'espoir pour cet hivernage et l'engagement est déjà pris par la commission. Dans le département de Kaolack, sur des prévisions de semences d'arachide de 3171,8 tonnes, les 2812,25 tonnes ont été reçues, soit un taux de mise en place de 88,66% et les 1871,35 tonnes ont été déjà distribuées aux producteurs. Kaolack pour Sud FM, à Ouattao. À Ouattao, Aliou Dia, porte-parole du Comité national de suivi de la campagne agricole, profite de cette tournée pour directement interpeller les producteurs. Il les exhorte à conserver les graines de qualité pour notre souveraineté alimentaire. Aliou Dia est avec Ouattao.
Nous allons encore tout simplement sensibiliser davantage les producteurs. Parce que présentement, on ne voit pas de Chinois. Présentement, on attend et on ne peut voir et on ne verra que l'État. Si les meilleures graines sont vendues à des Chinois, quels que soient les prix, arrivé au mois de juin, l'État fera tout pour trouver des graines à mettre à leur disposition. Mais l'État ne peut donner que ce qui existe sur le marché. Ce qui existe sur le marché, c'est-à-dire les graines de seconde qualité que les paysans amènent au niveau des points de collecte. Donc il y a lieu maintenant, comme on disait, de solliciter le patriotisme économique, le patriotisme de tous les Sénégalais. Et c'est le moment de sensibiliser les paysans pour qu'ils comprennent qu'en fait, les meilleures graines ne doivent servir qu'à des semences. Si on les vend à des Chinois, qui en l'état brut les exportent au niveau de la Chine et vont laisser maintenant les graines vraiment de qualité douteuse, seules ces graines serviront de semences et ça va porter préjudice à la filière et ça va encore impacter la production. Donc on invite tout le monde à prendre conscience de cela. Sud International. Direction le Canada, où plus de 750 tombes anonymes ont été découvertes lors de fouilles sur le site d'un ancien pensionnat autochtone dans l'ouest du Canada. La Chine attaque l'Australie également devant l'Organisation mondiale du commerce pour des mesures anti-dumping prises par l'Australie à l'encontre de ses exportations d'éoliennes et d'autres produits manufacturés. Et puis au Burkina, 27 millions de personnes sont en insécurité alimentaire depuis le début de ce mois de juin qui marque le début de la période de soudre dans le sud, selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. L'information a été donnée ce jeudi à l'issue d'une réunion restreinte organisée par ce comité. Suivant l'analyse de la situation avec le coordonnateur du programme régional d'appui sécuritaire alimentaire et nutritionnel du comité, le docteur Mahamoudou Amodoun, que nous écoutons au micro de notre correspondant depuis le Burkina, Mathieu Somda. Les analyses que nous avons faites au mois de mars et d'avril, qui prévoyaient 27 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle à la période de soudure, c'est-à-dire de juin à août, cette information est aujourd'hui confirmée à l'issue de l'examen de la situation au cours de cette réunion restreinte. Alors, au cours de cette rencontre également, à partir de l'analyse de la situation, nous avons sous les bras 67 millions de personnes qui sont sous phase pression. Parce que dans notre analyse, nous divisons l'état de l'insécurité alimentaire en 5 phases. Une phase minimale, une phase sous pression, une phase sous crise, une phase d'urgence et une 5e phase qui est la phase de la famine. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de zone ou de pays en situation de famine dans notre espace, mais nous avons des personnes qui sont sous pression. Alors sous pression, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent se nourrir, mais dès lors qu'il s'agit de dépenses supplémentaires, soit l'éducation des enfants, soit les soins de santé pour les enfants, ils ont des difficultés pour pouvoir en fait accomplir en fait cette tâche. Nous attirons l'attention aux États de pouvoir faire attention à cette tranche de personnes également, qui pour le moment ils peuvent se nourrir, mais qui, si on ne fait pas attention, ils peuvent basculer également dans la situation de crise et s'ajouter aux 27 millions de personnes qui sont déjà en crise et pour lesquelles nous devrons faire de l'assistance alimentaire et autres types d'assistance. Parce que déjà, nous nous attendons à près de 10 millions de personnes, d'enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition, donc pratiquement 4% ou 4% des cas sévères. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles en fait, nous attirons l'attention. On constate qu'il y a une forte augmentation des prix des céréales. Malheureusement, les personnes déplacées et même les producteurs n'ont pas les ressources nécessaires pour se procurer de ces éléments pour pouvoir se nourrir. Ce que vous dites est totalement vrai. Nous sommes à la période de soudure. C'est très difficile. Et pendant cette période, c'est le marché qui joue. C'est le marché. Et malheureusement, le constat aujourd'hui est tel que tout est en hausse dans notre espace. Un exemple, voilà. Un exemple. Si on prend les céréales, la hausse des céréales pratiquement varie de 14 à 22%
Si vous prenez les tubercules qui se font dans les pays côtiers, la hausse peut aller jusqu'à 49%. Et quand on prend les oléagineux, les arachides et autres, la hausse des prix peut aller jusqu'à 78% dans certaines localités. Donc, ça, c'est la situation des céréales. Ça veut dire que les produits ne sont plus en réalité accessibles à une bonne partie des populations. Exactement. À cela s'ajoute également, si on prend les animaux, là également, c'est la même tendance à la hausse avec le marché. L'actualité sportive que nous démarrons avec ce communiqué de la délégation de l'équipe nationale de basketball en Allemagne, la Fédération sénégalaise de basketball qui informe que les tests PCR effectués aujourd'hui ont révélé 4 cas positifs au sein des membres de la délégation de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal. La Fédération sénégalaise de basketball qui attend la réaction et qui va, le match est d'ailleurs plutôt le match contre l'Allemagne, initialement prévu ce jeudi, a été annulé. De seconds tests seront effectués pour confirmer ou infirmer les cas déclarés positifs. Les personnes testées sont en pleine forme et présentent aucun symptôme. La Fédération sénégalaise de basketball informera de la survenance de tout élément nouveau, signé le communiqué de la délégation ou de la Fédération sénégalaise de basketball en Allemagne. Football, première édition tournoi, Yali Diakhaté, ancien directeur du stade Caroline Faye de Mbour. Les compétitions qui regroupent 8 équipes ont débuté ce 23 juin et la finale est prévue pour le 3 juillet prochain. C'est à l'initiative de l'ASC Manko de l'Haute-Cave de Mbour en hommage aux disparus pour service rendu au football sénégalais. Plus de détails avec le président de l'ASC Manko de Mbour, Idignan, au micro de Moustapha Sall. Oui, en fait, nous organisons un tournoi de football pour le dédier à la mémoire de feu Mohamed Yali Diakhaté, alors qui fait partie des membres fondateurs de notre ASC, mais également qui fait partie de ceux qui ont écrit les pages d'or de l'histoire de cette ASC, qui a tiré sa révérence depuis des années, pour vraiment honorer sa mémoire. Parce que Mohamed Yali Diakhaté n'était pas en fait seul fils de l'ASC Manko, ni seul fils de Mbour, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le sport de façon générale, au niveau même national. Je rappelle que Feu Yali Diakhaté, à sa mort, il était le directeur du stade Caroline Faye. C'était un professeur d'EPS émérite qui finalement a eu beaucoup de gloire dans le monde sportif mbourois. Et ce tournoi lui est dédié et c'est organisé par l'ASC Manko qui lui exprime vraiment toute sa gratitude à titre posthume. Je voulais juste dire que c'est un tournoi qui va se dérouler du 23 au 3 juillet, du 23 juin au 3 juillet. Dire que c'est 8 ASC que nous regroupons dans ce tournoi et la majeure partie de ces ASC, c'est des ASC qu'il a formés ou qu'il a coaché durant sa carrière de sportif émérite. L'objectif de ce tournoi, c'est d'abord, comme je l'ai dit tantôt, de rendre hommage à Feu Mohamed Yali Diakhaté, mais également de prier pour que son âme repose en paix. Fin ce jeudi de la mission conjointe de FIFA-CAF, elle a rencontré plusieurs acteurs du football pour la recherche de solutions à la crise qui secoue la FEGIFOOT. Au terme de ce séjour, les émissaires de la FIFA et CAF présenteront un rapport. Explication avec notre correspondant à Conakry, Amadou Ribari. La série de rencontres de la mission FIFA-CAF a démarré par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, loin des micros et caméras, Akoy Koivogi, et les émissaires de la FIFA et CAF se sont entretenus pendant des heures avant que le secrétaire général de la FEGIFOOT se prête aux questions des journalistes. Il était important que les questions soient posées au secrétaire général que je suis, la porte d'entrée de la fédération, pour donner certaines clarifications par rapport à certaines dispositions qui ont été prises et qui collent avec le processus électoral pour la mise en place du nouveau comité exécutif.
Après le secrétaire général de la FEGIFOOT, c'est au tour du président de l'association sportive de Kaloum l'ASK de rencontrer les émissaires de la FIFA et CAF. Mais Bouba Sampil a brillé par son absence. À sa place, la mission mixte a reçu la commission d'éthique sans leur président qui a aussi boudé la rencontre. Les membres de l'organe se sont entretenus pendant plusieurs heures avec les envoyés spéciaux de la FIFA et CAF. Kerno Saïdou Diakité est membre de la commission d'éthique. Ils ont voulu savoir quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés et comment la commission éthique fonctionne. Ils ont voulu avoir le maximum d'informations parce qu'ils doivent faire un compte-rendu très fidèle aux responsables de la FIFA pour leur permettre de prendre la décision la plus salutaire pour le football national. La mission conjointe est à ce jour à Conakry depuis lundi pour consulter les acteurs du football guinéen dans la recherche de solutions à la crise qui mine la FEGIFOOT. La délégation a rencontré ce jeudi le ministre des Sports Sanoussi Bantamasso et à la suite, les émissaires de la FIFA et CAF doivent se prêter aux questions des journalistes au cours d'un point de presse avant que ces derniers ne quittent Conakry. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit d'Hassan Somb, directeur de publication du Réumi Quotidien. Il répond aux questions de Yaj Malikia. La rédaction reçoit aujourd'hui Hassan Samb. Bonjour. Oui, bonjour Malik El Hadj Malik. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Réumi. Nous allons parler du M23 avec cette double célébration notée hier pour marquer les 10 ans du mouvement. Alors, oui. Est-ce que l'esprit du mouvement a prévalu dans ces deux manifestations? Pas du tout, hein. C'est plutôt l'esprit des rivalités entre l'opposition et le pouvoir, les rivalités entre le camp, si je peux m'exprimer ainsi, le camp de Ousmane Sonko et celui de Macky Sall. C'est cet esprit qui a largement prévalu. D'abord, qui a fait que les gens n'ont pas pu manifester ensemble, ça c'est de un. De deux, bien entendu, les discours, l'organisation était bâclée. Hein? Les gens n'ont même pas réussi, surtout du côté M23, à asseoir une bonne organisation, parce qu'il fallait simplement s'opposer à l'autre camp. Donc, cela est symptomatique d'un état d'esprit actuel, qui est une rivalité féroce entre le camp du pouvoir, le camp de l'opposition, incarné par Ousmane Sonko. Et malheureusement, c'est ça qui a prévalu, au détriment, bien sûr, de l'esprit même du M23, qui a été que le peuple est seul souverain et seul responsable de son destin et peut, par une forme de démocratie directe, exercer des pressions sur les tenants du pouvoir. Alors, est-ce que le combat du M23 est toujours d'actualité aujourd'hui? Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que le combat est encore d'actualité. On parle encore du troisième mandat, ne serait-ce que ça, bien entendu. Ça motiverait une forme de pression populaire, en tout cas d'organisation, de soulèvement du peuple, pour faire pression sur le régime actuel, pour respecter quand même les dispositions de la Constitution. Ne serait-ce que sur ce point-là. L'autre aspect qui est important, c'est les libertés publiques, hein, le respect des libertés publiques, notamment la liberté de manifester, la liberté de participer à des élections. Hein. On a vu beaucoup de gens exclus simplement parce qu'on a des poursuites, instaurer des poursuites judiciaires, mais aussi il y a une loi qui est là, qui est une loi quand même qui n'est pas antidémocratique sur le parrainage, hein, qu'il faut revoir tout cela. Et je pense que autant de motifs et tant d'autres, notamment la pauvreté, le chômage des jeunes, qui motiveraient justement que les gens s'organisent autour d'un idéal commun pour montrer au pouvoir, à n'importe quel pouvoir qui arrive au Sénégal, que le peuple est là et qu'il veille particulièrement sur la bonne gestion des deniers publics et sur la bonne gestion des institutions. Alors, qui pour incarner ce combat dans ce contexte de rivalité? Écoutez, il y a les hommes politiques, évidemment, et on est beaucoup plus à l'aise quand on est du côté de l'opposition que quand on est du côté du pouvoir dans cette dynamique-là. Donc, les gens de l'opposition sont interpellés au premier titre, mais il y a ensuite la société civile qui doit jouer un rôle particulièrement actif, et qui, bien entendu, est elle aussi désorganisée, hein, carrément amorphe, voilà, pour ne pas dire carrément en hibernation.
n'eût été l'activisme de Guy Marius Sagna, peut-être il y en a marre qui se réveille un peu, mais on ne peut pas parler de dynamisme de la société civile. Mais je pense que tous ces gens-là, et bien entendu les personnalités indépendantes, les intellectuels, les syndicats, mais tous ces gens-là doivent aujourd'hui s'interposer, s'ériger en sentinelle pour le respect des normes démocratiques, de l'esprit du M23, et je pense que ce combat n'est pas suffisamment mené. Et le peuple dans tout ça? Écoutez, le peuple est toujours laissé en rade. Malheureusement, on semble travailler pour lui, on le dit, mais forcément, on ne sent pas cet engagement. Parce que vous savez, ce qui est paradoxal, c'est que tous les acteurs du M23, aujourd'hui, sont pratiquement dans le pouvoir et perpétuent des méthodes et des réflexes qui étaient combattus naguère. Et c'est ça qui est dommage, c'est que chaque fois qu'on fait confiance à une génération, lorsque les gens arrivent au pouvoir, ils font presque pire, pour être gentil. Donc, quelque part, je pense que le peuple est toujours le parent pauvre de tout cela. Il est laissé en rade. Ses fils, qui sont des cadres, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, s'érigent en vrais disciples de Machiavel et s'occupent peu des préoccupations des faibles. Donc, ce qui les préoccupe, c'est le renforcement de leur camp. Pour certains, il faut tout faire pour rester au pouvoir. Pour d'autres, il faut tout faire pour arriver au pouvoir. Et dans cette lutte-là, le peuple a peu de place. Voilà, on ne pense pas forcément au peuple. Hassan Sambou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Alain. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Réumi. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Dans ce numéro, nous nous intéressons à la commercialisation des noix d'acajou. À la date du 15 juin, 50 000 tonnes ont été dépassées selon le président du cadre régional de concertation des opérateurs de la filière anacarde de Sédhiou et par ailleurs exportateur de noix d'acajou au port de Ziguinchor. Ibrahima Khalil Sagna déplore toutefois que certaines difficultés des années précédentes persistent toujours, notamment l'évacuation des noix d'acajou. Bonjour Abseliman, je voulais juste vous faire un sommaire de la situation de commercialisation d'anacarde à la date du 23 juin. Nous constatons qu'à la date du 15 juin, nous avons franchi le cap des 50 000 tonnes en approvisionnement et que de cela, la plupart des producteurs ont tiré leur épingle du jeu en ayant un prix rémunérateur à la limite inattendue. Que les transformateurs sont toujours hors du jeu du fait qu'ils n'ont aucun accès au financement pour construire des stocks à décortiquer et donc à faire tourner leur unité. Encore une fois, cette année, c'est des unités qui vont être fermées. L'autre point, c'est les commerçants et exportateurs sénégalais. D'ici l'année dernière, la DER a pu appuyer les nationaux à participer à l'exportation. Au point qu'aujourd'hui, on a 12 exportateurs sénégalais. C'est parce que l'année dernière, malgré le Covid-19, les Sénégalais, avec la DER, ont pu sauver la campagne. Cette année, malheureusement, pour les nationaux, aucune action concrète n'a pu être réalisée à la date où je vous parle. Les 50 000 tonnes, 90% des achats et de l'approvisionnement sont garantis et effectués par les étrangers qui, traditionnellement, étaient eux qui achetaient. Et que l'exception de l'année dernière ne fait pas l'exception cette année. Cependant, pour ce qui reste, nous espérons que, avec l'appui de la DER, le reste des stocks existants pourrait être commercialisé par les nationaux et participer un peu à la campagne de commercialisation. Le système de récipient d'entrepôt qui a été un succès l'année dernière pour une phase pilote qui devait être étalée sur 3 ans, malheureusement cette année encore, ça risque d'être un échec du fait de la non-préparation à renouveler la phase pilote. C'est dommage tout cela. Le pire des choses, c'est que l'évacuation des 50 000 tonnes dans la commune de Ziguinchor ne peut se faire encore une fois. La défaillance, la simple défaillance des logisticiens, c'est-à-dire les agents maritimes, les transporteurs maritimes, c'est-à-dire les logisticiens, les manutentionnaires. 50 000 tonnes dans une seule ville qui doit être évacuée sur Dakar pour être exportée. C'est dommage qu'à la date où je vous parle, on est incapable de le faire et que l'allongement de la campagne va atteindre le mois de décembre à cause de cette défaillance. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
4 cas positifs détectés au sein de la délégation nationale de l'équipe masculine de basketball du Sénégal. Selon la Fédération sénégalaise de basketball, le match prévu contre l'Allemagne ce jeudi a annulé. La courbe de contamination liée au coronavirus repart à la hausse, alerte la directrice générale de la santé. Les chiffres en disent davantage avec 87 nouvelles contaminations recensées en 24 heures. Le nombre de patients sous traitement bondit à 459, une courbe qui repart à la hausse alors que les gestes barrières sont foulés aux pieds. Le port du masque négligé, constate le chef de l'État, Macky Sall, qui était d'ailleurs ce matin à Mbebus, à la décharge de Mbebus, pour le lancement du projet Promoged visant à lutter contre les décharges sauvages pour un coût global de 205 milliards de francs CFA. 136 communes vont bénéficier du projet. Les récupérateurs de la décharge seront pris en compte dans une phase de reconversion. Et puis, le gouvernement du Sénégal envisage de faire voter en procédure d'urgence ce vendredi 2 projets de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. L'opposition parlementaire en conférence de presse depuis 17h au siège de Boko Gis pour dénoncer ce qu'elle appelle une attaque contre la démocratie. Les 10 ans du M23 célébrés hier dans un contexte de rivalité féroce entre opposition et pouvoir. Cependant, le combat du M23 reste d'actualité. Tentation du 3e mandat, gestion des libertés publiques selon le directeur de publication de Réumi Quotidien. Vous l'avez largement suivi dans ce journal, il était notre invité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, retrouvez la rediffusion de l'émission Sud Éducation avec Mariam et Aïda. Tout juste après, ou plutôt à 21h, retrouvez Bira Manjai pour la prochaine édition en Wolof. Passez d'agréables moments en compagnie de notre programme. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre